It's your disbelief that powers him. Your stubborn faith in common sense that allows his deception. He lives in the smallest parts of it. In the atoms. Smaller. Invisible. Try these on. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You gotta be fucking kidding. Aujourd'hui, on parle d'un film de John Carpenter. I met him 15 years ago. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. There ain't no countries anymore. Ah, you know what old Jack Burton always says at a time like this? Cool? Call me Snake. Bonne écoute. Okay, show me. Bienvenue au monastère de Saint-Godard. Aujourd'hui, on parle du Prince des Ténèbres, sorti en 1987 et réalisé par John Carpenter, avec Donald Pleasence, Victor Wong, Jameson Parker et Lisa Blount. Je suis Mathieu et ceci n'est pas un rêve. En fait, ce podcast vous est transmis directement dans votre subconscient. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, là, on est en train de continuer la rétrospective de John Carpenter que j'ai pas parlé du tout en 2025. C'est depuis 2000, je pense que c'est septembre 2024 où ce que j'ai parlé là, de les aventures de Jack Burton. Puis c'est ça, dans le fond, là, on est à la suite de ce film-là là, dans la carrière là, de Monsieur Carpenter. Que dans le fond ce film-là avait été un flop commercial puis dans le fond là, ça l'a comme c'est-tu vraiment ça ou c'est Carpenter qui s'est comme frustré aussi là, de travailler avec des studios majeurs qui finalement il s'est retiré là, des studios. Moi honnêtement je pense que c'est plus le côté là, financier là, que on a demandé à Monsieur Carpenter là, je veux dire dans le fond là, on l'a retiré carrément là, de les grands studios. Malheureusement, ça veut pas dire que c'est mauvais pour M. Carpenter. Dans le fond, M. Carpenter, souvent, là, le côté minimaliste, c'est un maître là-dedans. Fait que quand on est dans un studio, ben on peut faire plus. Ça change pas que dans toute la carrière de M. Carpenter, les 5-6 films là, qui sont tous alentour de ça, c'est probablement là, les films là, les plus marquants là, dans son histoire. C'est sûr que Halloween tombe un peu avant là, ces 5 films-là, là, ces 5-6 films-là. Là, je parle à partir là, de The Thing. Je pense qu'il y avait The Fog avant ça, Christine. Des films que j'ai parlé, là, New York 97, plusieurs films là, que j'ai déjà parlé. Là. Je pense que c'est le 6e ou 7e film là, de Carpenter que je parle là, avec Halloween, là, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, c'est rendu là, un bout là, où ce que M. Carpenter, dans le fond, sa carrière, là, ben c'est ça. Peut-être là, qu'il y a eu beaucoup de succès, mais là, il y a beaucoup de films cultes qui ont passé. Là, aujourd'hui, c'est-tu un film culte? C'est-tu un film qui était mal reçu? Dans le fond, là, selon Carpenter, une fois là, qu'il était rendu à la maison, c'est devenu plus un film culte, mais au box-office, ça n'a pas été vraiment bien reçu. Mais c'est beaucoup ça avec M. Carpenter. M. Carpenter a fait là, beaucoup de films là, avec... qui se sont ramassés là, à la maison, puis c'est là où il a fait plus son argent. Là. C'est plus devenu quelqu'un qu'on va pas voir au cinéma, mais que dans le fond, qui devient plus travaillé là, par la suite. Là. Et, mais c'est ça. Fait qu'on est à cette partie-là dans sa carrière. Puis bien sûr, c'est pas la dernière fois que je vais parler de M. Carpenter. Mais on est rendu à un film là, que ça fait quand même assez longtemps là, que j'ai vu. Là. En tout cas, je vais en parler tantôt. Mais c'est ça, dans le fond, on est dans le 2e film là, de sa trilogie de l'Apocalypse qui avait comme commencé là, avec The Thing et qu'il a terminé là, avec In the Mouth of Madness que j'ai parlé là, en septembre 2024. Et là, dans le fond, on fait comme l'épisode 2 là-dedans. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui.
Et selon le charpentier, Jean de prénom, son idée pour le film là, est venue là, de sa femme de l'époque, là, Madame Deborah Hill, qui avait eu un rêve là, similaire. Là, à peu près, là, quand je lis sur la page, là, ça a l'air pas mal qu'est-ce qu'on a là, comme rêve là, qu'on voit là, pendant le film. Et que, dans le fond, là, où elle avait vu comme une figure là, pas loin d'une église, quelque chose de même, là, puis dans le fond, il a élaboré là-dessus. Et c'est dans le fond, il a pris ça là, de elle en élaborant une histoire de même. Puis c'est ça dans le fond, là, fait qu'on a tout filmé ça là, dans un 30 jours pour faire ça. En tout cas, je sais pas si avec tout comme, tu sais, il n'y a pas grand-chose dans le film, là, quand je lis ça, le 30 jours là, pour filmer là, le film d'aujourd'hui. Je trouve ça, tu sais, dans le fond, je trouve que c'est quand même élaboré, pareil, que je pense que c'est un film qui aurait pu être filmé là, en dedans de 2 semaines là, amplement. Là, c'est comme tous les mêmes endroits. Mais c'est ça. Dans le fond, là, on disait les mêmes endroits. Là, dans le fond, là, c'est quand même un plateau. Là. Il y a beaucoup là, de choses qui ont été construites. Ça paraît pas, par contre, mais en écoutant le commentaire audio, c'est ça que j'ai comme découvert qu'en bout de ligne, c'est pas un endroit qui ont filmé. Les extérieurs, oui, mais en dedans, c'est un studio, puis ça a tout été monté. Fait que, en tout cas, on a filmé ça en 30 jours. Je trouve ça quand même énorme, quand même là, pour un film indépendant. Alors, le synopsis du film va comme suit. Après la mort d'un prêtre, un étrange cylindre vert est découvert dans le sous-sol d'une église abandonnée. Un professeur de physique rassemble alors une équipe de scientifiques pour étudier cet objet mystérieux. Il réalise rapidement que le cylindre renferme une force ancienne liée au mal qui défie autant les lois de la science que les croyances religieuses, tandis que d'étranges phénomènes se multiplient, rêves inquiétants, manipulation du temps et manifestations surnaturelles. Le groupe comprend qu'une catastrophe pourrait survenir si cette entité est libérée. Pris au piège dans l'église, les chercheurs doivent affronter l'inexplicable et leur propre peur, alors que la frontière entre science, foi, horreur s'effondre peu à peu. Fait que là-dedans, on va parler bien sûr de foi, on parle de l'Église. Tu sais, on va comme survoler un peu les idées. Là, tu sais, Carpenter, là, dans ce temps-là, il tripait science, ou surtout science quantique. Puis science quantique, honnêtement, je savais pas exactement c'était quoi. Là, en petite recherche Google... qui est la branche de physique qui décrit le comportement d'une matière de l'énergie à l'échelle atomique et subatomique. Puis, c'est ça, en tout cas. Fait que lui, il tripait là-dedans, puis en bout de ligne, il a voulu un peu mélanger tout ça, virer un peu peut-être là, le Nouveau Testament un peu sur sa tête, toutes des théories là, de Jésus, puis des affaires dans même. Là, juste, en bout de ligne, ils vont lui donner une histoire, mais il y a beaucoup, là, ce que Carpenter, bien sûr, assez maître là-dedans à faire, c'est nous laisser un peu là, de nous travailler un peu, il nous donne pas toutes les réponses, puis c'est ce qu'il va faire dans le film. Faut-il donner assez pour qu'on comprenne quand même un peu un fond d'histoire, ou ils vont juste avoir juste lancé des affaires à l'écran, puis qu'après ça, ben on essaie de décortiquer ça. Ça va plus être ça quand même que je vais arriver, même si je vais dire qu'il est un maître de la subtilité. Ça va être un peu vraiment ma question là-dessus. Si, mettons, on en donne assez, puis qu'à quelque part, il n'y a pas juste... je veux pas dire une lâcheté, mais quelque chose là, qu'on se dit, bon, il arrête d'écrire, puis essaie de juste élaborer son histoire, puis il se dit, bon, je vais laisser l'auditoire là, juste compléter ça par lâcheté, ou c'est vraiment là, voulu. Je pense que c'est ça qu'on va parler un peu là, dans l'histoire aujourd'hui. Là.
Alors, le film, je l'ai vu là, dans le temps. Je dirais peut-être là, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai pas vu quand il est arrivé à super écran, là, comme que je dis souvent. Là, mettons, je dirais que je dois l'avoir vu début 90, quelque part de même. Là, quelque part, on l'avait enregistré, mais c'était pas quelque chose là, que j'étais assez intéressé. Éventuellement, que j'ai commencé à comprendre un peu c'est qui des réalisateurs, des affaires de même, en début adolescence. Puis là, c'est là où j'ai cherché un petit peu plus là, les œuvres de M. Carpenter. Mais c'est après avoir vu quand même l'effroyable chose, je me rappelle bien, il y avait une couple de films là, que j'avais déjà vu en masse. Là, bien sûr, Halloween, je l'avais vu amplement de fois. Mais je pense que c'est dans le temps peut-être que je commençais à explorer, puis c'est peut-être là aussi que j'ai vu là, le New York 97 pour la première fois. En tout cas, c'est trop loin là, quelque part. Éventuellement, je l'ai réécouté là, par la suite, naturellement. Là, quelques fois, c'est pas un film que j'ai vu souvent. Je l'ai racheté en Blu-ray pour pouvoir l'avoir dans ma collection, pour avoir tous les films de Carpenter. Mais c'est un de mes premiers Blu-ray, je pense. Ça arrive souvent que je dis ça, je pense. Là, mais pas mal tous ceux-là que je peux dire que c'est mes premiers Blu-ray. Là, je pense qu'il y en a un que éventuellement je vais parler là, certainement là, mais je pense que je l'ai pas écouté depuis ce temps-là. Puis ça doit faire quelque chose comme 15 ans quelque part là, au podcast là, des fois je me dis là, le temps passe tellement vite là, où ce que je pense que ça fait 5-6 ans, puis là tout d'un coup c'est ça, le temps passe et finalement ça fait quelque chose comme une quinzaine d'années là. Fait que c'est là où je me tiens, c'est comme un retour sans trop être certain là, de qu'est-ce que je vais réécouter. En ce moment, c'est ça, j'ai comme eu le temps d'écouter le film 3 fois, là, quelque part. Là, je l'ai écouté tout seul, parce que je l'ai réécouté plus tard. Puis avec le commentaire audio, puis finalement, pour prendre mes notes, je l'ai réécouté une autre fois, tout simplement là, parce qu'il me manquait de temps, là, fait qu'il a fallu que je le réécoute là, pour pouvoir en parler aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, il y a quand même beaucoup là, de choses qui se passent en subtilité puis tout ça. Puis honnêtement, ça m'a pris la 3e fois pour voir quelques petits détails. Là. Je vais en parler un peu plus tard. Il y a des petites affaires là, que j'ai même pas réussi à comprendre la 2e fois. Et que ça m'a pris la 3e fois. Là, pour comprendre, c'est pas nécessairement comprendre, mais c'est pour voir que vraiment il y a des affaires là, qui se voient à l'écran. Là. Mais c'est ça. Fait que le film ouvre, puis là, on a le générique d'ouverture là, avec la musique là, de M. Carpenter. La trame sonore, je vais dire, c'est assez rare que je vais dire ça. Je pense que j'ai dit quelque chose de similaire là, pour l'antre de la folie, là, folie, In the Mouth of Madness, que c'est une trame sonore que j'ai pas écouté beaucoup là, de M. Carpenter. Dans le fond, c'est une trame sonore aussi qu'en plus, je pense que je l'avais acheté en même temps. Là, non, c'est pas vrai, excusez. Que je l'ai acheté en même temps que plusieurs trames de Carpenter, mais pas en même temps là, que In the Mouth of Madness. C'est plus ça que je voulais dire, mais cette trame-là, je l'ai pas écoutée. Je pense d'un bout à l'autre. Je pense qu'en plus, c'est sur Spotify. Je sais pas, je l'ai pas écouté. Mais par contre, je l'écoute pendant le film, là, puis je veux dire, on l'entend, c'est très clairement du John Carpenter. Je sais pas pourquoi que j'ai juste pas mis cette trame sonore-là. Je veux dire, c'est du pur John Carpenter. Puis ce que je vais reprocher un peu, puis c'est pas nécessairement mal, mais elle sonne très le son que Carpenter avait, mettons là, dans je pense que c'est peut-être Halloween 2, non pas vraiment Halloween 2, mais peut-être pour Halloween 3 plutôt. Puis c'est comme ou même Christine. Puis des fois, il y a tendance à changer un petit peu là, de son. Puis en tant que tel, c'est comme tous des sons là, qu'on a déjà entendu pas mal là, dans sa gamme. C'est peut-être ça. Là, ce que je veux dire par là, c'est que Halloween 1 a un tel son, puis Halloween 2 a un autre son carrément différent, mais en faisant un peu la même affaire. Puis c'est ça, dans le film aujourd'hui, j'ai comme l'impression que
il est comme à retourner à une certaine époque, même si c'est pas de lui, là, c'est la trame sonore là, de The Thing, je trouve qu'elle ressemble un peu à cette trame sonore-là en tant que telle. Peut-être ça va avec sa trilogie là, de apocalyptique, mais à l'époque, je sais pas si Maton il voyait ça comme sa deuxième partie ou quelque chose de même. Là, je pense pas qu'il disait là, je vais faire la troisième partie. Là, je pense que c'est rétroactivement qu'il peut regarder son œuvre et dire ah ben ça fait partie de ma trilogie là, ou quelque chose de même. Là. Mais je pense pas qu'il y avait un plan là, de trilogie. Je sais pas si M. Carpenter un jour va arriver et va dire qu'il va faire une quatrième partie, quelque chose de même. Là. Il commence à parler de peut-être justement là, à une suite à The Thing, quelque chose de même. Là. C'est des rumeurs qui ont sorti là, il y a quelques mois de ça. Est-ce qu'il va s'en remettre en arrière de la caméra là? Pour dire honnêtement, je pense que j'ai vu pas mal toutes les œuvres de M. Carpenter, mais j'ai pas vu là, sa dernière œuvre là, qui était une série télé. Là. Fait que en tout cas, j'ai aucune idée là, qu'est-ce que ça a donné. Puis c'est sûr que M. Carpenter aussi il commence à être âgé. Là, fait que je sais pas si on pourra voir quelque chose. Mais en tout cas, je dis ça de même. Le film, c'est ça, il va nous introduire là, à plusieurs personnages en nous passant un peu l'histoire aussi là, avec le prêtre là, qui est joué là, par Donald Pleasance ou Donald Six Times Pleasance qui est pas nommé dans le fond, là, c'est juste le prêtre là, fait que ça va être je vais dire Donald ou le père Pleasance ou le père Six Times, je sais pas comment je vais l'appeler, mais j'espère que vous allez tous me suivre là-dessus, mais ce que vous allez probablement avoir la misère à me suivre. J'espère sincèrement que vous avez écouté le film là, avant là, d'écouter le podcast parce qu'il y a énormément de personnages. C'est sûr que les personnages, je vais pas vraiment tout élaborer dessus. Là. En tant que tel, ils mettent beaucoup de personnages qui ne sont juste comme juste de la viande à tuer, dans le fond, là, en bout de ligne, puis qui vont virer là, du côté obscur là, vers la fin du film. Puis, en tout cas, dans le fond, c'est juste pour faire là, toute la zizanie de la fin. Là. Les plus importants, dans le fond, là, on a Brian Marsh là, qui est joué là, par l'acteur là, Jameson Parker, que lui, il jouait là, dans une série à l'époque qui avait marché genre pour 7 saisons, quelque chose de même, là, Simon & Simon. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que je pense que dans cette série-là, il n'y a pas de moustache, puis dans le fond, il est comme en duo avec une autre personne, puis c'est lui qui a une moustache. Je trouve qu'avec la moustache, il fait beaucoup penser, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs là-dedans qui ont joué ou qui vont jouer beaucoup là, pour Monsieur Carpenter par la suite. En tout cas, avant et après. Puis, honnêtement, ça me faisait beaucoup penser là, à un jeune Tom Atkins de Halloween 3. Là, honnêtement, là, qui avait joué là, pour lui, dans New York 97, dans pas Halloween 3 techniquement là, mais en tout cas il avait joué aussi là, dans The Fog, si je me rappelle bien, fait que The Fog, c'est quand même un autre film aussi, que ça fait quand même un bout que j'ai écouté là, peut-être pas aussi longtemps que Prince of Darkness là, mais en tout cas peu importe, fait que il me semble que c'est le principal là, dans The Fog. Il me fait penser un peu à un jeune lui, puis même dans son comportement, dans le genre de comportement qu'il a là, le docteur, mettons, là, dans Halloween 3, je trouve qu'il me fait penser un peu à lui, que là, dans le fond, c'est comme il est comme il est creepy un peu, parce que là il y a lui, il est dans le fond, il est sur les bancs de l'université, puis il y a quelqu'un là, qui est sur les bancs d'école aussi avec lui, là, le personnage de Catherine DeFont ou quelque chose de même, là, qui Danforth, excusez, qui est joué là, par Lisa Blount, qui, elle, était connue pour un film là, de Officier un Gentleman, puis Amazonian, quelque chose là, qui était là quelques années avant, puis qui est décédé aujourd'hui. C'est vraiment plate. Quand je vois ça, pareil, là, 53 ans, déjà décédé, là, c'est décédé en 2010, ça. Puis, du coup, je regarde quand même son IMDb, il y a eu beaucoup d'affaires, là. Ça va être comme un peu notre couple du film, là, en tant que tel.
naturel, mais c'est ça, le personnage de Brian, il est un peu creepy à quelque part. C'est comme, il va la voir, il va comme l'observer dans la classe, puis finalement, elle va avoir un copain, puis à quelque part, lui, il va disparaître, là, genre, on va juste voir une scène, puis là, éventuellement, ils vont faire connaissance, puis lui, il va arriver, puis il va dire, oui, il connaît déjà son nom, tout ça. Ils vont discuter un peu plus tard, puis en bout de ligne, il va aller un petit peu trop loin, puis dans le fond, elle va venir mal à l'aise, il va vouloir repartir sur des nouvelles bases un peu, mais tu sais, en tout cas, je trouve que c'est une relation un peu creepy. Peut-être que c'est acceptable dans les années 80, ok, il faut comme excuser ça, je pense, ou on peut laisser ça passer parce que c'était les années 80, mais tu sais, quand on regarde toujours ça là, avec un peu de recul, avec les 80, là, c'est toujours étrange de voir des affaires de même, puis c'est ça, justement, il paraît très, 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 voyons, il paraît très creepy là, à partir de là. Puis c'est ça, là-dedans, bien sûr, on a Monsieur Pleasance qui va revenir, qui a justement déjà joué une couple de fois là, pour Monsieur Carpenter. On parle de, bien sûr, Halloween 78. On parle aussi là, de New York 97. Et je pense que ça va être sa troisième et dernière fois pour Monsieur Carpenter, à moins qu'il apparaisse là, dans L'Homme Invisible, là, que je me rappelle absolument rien de ce film-là. Là. Mais c'est ça, fait que je vais aimer quand même, là, je vais parler un peu de Donald Pleasance. Ça va être vraiment un des seuls vraiment personnages qui va pas être carton un peu. J'enlève rien à Brian que j'ai parlé tantôt ou à Catherine, que eux autres c'est comme c'est le petit couple quelque part que tu sais c'est juste qu'il faut s'identifier avec eux autres, mais en même temps c'est comme Catherine a disparu pour pas mal du film, tu sais, on la voit, puis même Brian, tu sais, ils sont là, mais ils sont pas vraiment embarqués dans l'histoire. Tu sais, ils vont parler, il va y avoir un personnage aussi de Victor Wong qui va arriver, qui fait le professeur là, Birac, qui va échanger beaucoup avec Brian ou qui va échanger avec Donald Pleasance. Puis ça va être comme un peu ce trio-là qui va faire avancer l'histoire. Mais c'est comme il y a tellement de personnages, tu sais, il y a beaucoup d'élèves, puis en même temps, ils vont faire venir en plus une équipe là, pour pouvoir étudier là, comme le portail, que ça va tout vraiment être mêlant. C'est pour ça que je dis à quelque part, j'espère que vous avez écouté le film, parce que là, je vais parler des personnages, puis ça a été dur, puis ça a été la troisième fois où j'ai réussi à trouver le nom de tous les personnages. J'étais avec IMDb, j'ai regardé les personnages, puis tout ce qui se passait au travers, de pouvoir coller les personnages, parce que même avec le commentaire audio, il y a un personnage qui s'appelle Suzanne, mais il y a une autre actrice qui s'appelle Suzanne, fait que là les autres sont en train de parler de Suzanne, puis là je me dis ok, c'est beau, c'est ce personnage là, puis finalement c'est pas elle, c'est je pense que c'est le personnage de Lisa que elle, l'actrice, s'appelle Suzanne, mais c'est ça, il y a un autre personnage qui s'appelle Suzanne, fait que tu sais, en tout cas c'est comme c'est tout entremêlé. Puis là, on a à peu près là, pas loin de 12 personnages qui apparaissent à certains. Il y en a que c'est quelque chose comme 2 minutes. Là, le personnage là, de Hutchinson qui va se faire tuer là, par Alice Cooper un peu plus loin. Mais il y a ultimement déjà en partant, oui, je suis content pour Donald Pleasance, je vais juste parler de lui, comme je l'ai dit, là, sa performance, je pense que ça va probablement être sa meilleure performance de toute sa carrière. Quand dans New York 97, il était un petit peu exagéré là, comme président là, des États-Unis, dans Halloween, je veux dire, dans le fond, l'année suivante, il va faire Halloween 4, puis on a déjà parlé là, sur mon podcast, puis bien sûr sur TSLP aussi, on en reparlait en masse. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme il est devenu quelque chose d'autre. Pour le personnage de Loomis, même dans Halloween 2, il est devenu quelque chose d'autre totalement. On va ressentir plus un Donald Pleasance qui était plus comme au pire, même qu'est-ce qu'il a fait là, dans Halloween 1, beaucoup plus calme. Puis, tu sais, on va lui donner pas mal aussi le même genre de discours. Tu sais, on va pas dire The Blackest Eyes, mais tu sais, on va dire The Blackest Goo quasiment. Tu sais, c'est très similaire à Halloween 78 en fait là,
qu'est-ce qu'on va rechercher là, avec les discours à M. Pleasance. Sauf que, tu sais, il va aller chercher un petit peu plus d'émotion, il va avoir plus de temps d'écran, bien sûr, il va avoir plus de dialogue, puis beaucoup plus d'affaires à faire là, que juste dire he's evil, puis des affaires de même. Là. Mais, fait que sa performance, vraiment, là, j'aime beaucoup. En tout cas, dans tous les films que j'ai vus de Donald Pleasance, je pense que c'est sa meilleure prestation dans la globalité. Mais c'est ça, tu sais. Puis j'apprécie qu'il n'est pas le Dr. Loomis. Puis je vois vraiment quand même une différence avec. Tu sais, il essaie pas là, d'aller chercher tout qu'est-ce qu'il allait chercher. Tu sais, il va chercher d'autres qualités là, dans son côté là, d'acting. C'est sûr que ça reste le même acteur. Puis il y a des affaires qui vont sortir pareil comme quand on voit le Dr. Loomis. Mais c'est pas. On est loin du Six Times là, au début d'Halloween 2. Là, tu sais, puis qu'est-ce qu'il va devenir là, dans Halloween 4 et 5. Là. Mais c'est ça. Fait que. Il y a aussi le personnage là, dans le fond de Donald Pleasance, le personnage là, de Victor Wong là, qui fait là, le Dr. Birac, et le personnage de Walter qui est joué là, par Dennis Dunn. Ces trois acteurs qui avaient joué avec pour Monsieur le Charpentier là, auparavant, puis dans le fond c'est des personnages qui ont été écrits avec eux autres en tête, qui ont été écrits spécifiquement pour ces personnages-là. Le Dennis Dunn, dans le fond, le Walter, c'est lui, il venait jouer avec lui. Là, puis pareil là, pour Victor Wong, il avait joué là, l'année précédente là, avec Big Trouble in Little China, là, ou les aventures là, de Jack Burton. J'ai déjà parlé par le passé, mais honnêtement, le personnage là, de Dennis Dunn, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai dit au podcast là, pour Dennis Dunn. Me semble que j'ai pas de problème avec lui dans le film là, de Jack Burton, mais dans le film aujourd'hui, c'est comme on essaie de le faire un peu en comique. Mais je trouve que le ton du film est tellement sérieux. Puis son personnage ne colle pas dans le film. J'ai un petit peu de misère avec avec lui dans le film aujourd'hui. En même temps, je le vois comme pas le sidekick à Jack Burton ou à Kurt Russell là, dans Big Trouble in Little China. Mais tu sais, l'acteur, il a pas fait grand-chose par la suite à ce que sache. Puis je pense que je comprends pourquoi aussi, là, quelque part, là, il n'est pas décédé à rien, mais je veux dire qu'il n'y a pas grand-chose là, dans son CV. Là, ben, il a joué à quelque chose genre en 2024 pareil, mais sinon, ça descend en 2018, puis après ça descend en 2012, puis il y a beaucoup de temps entre les... entre les choses, les projets qui jouent dedans, beaucoup de séries télé, des affaires de même, là, puis, mais c'est ça, en même temps, c'est pas lui qui décide qu'est-ce qui va sortir de sa bouche, c'est M. Carpenter qui a écrit son texte, sauf que il a écrit, l'autre aurait pu dire, bon, ben, j'aime peut-être pas ça, puis bien sûr, il faut quasiment arriver, puis mettre ça au pied de M. Carpenter, à quelque part, qui a mal écrit le personnage, ou qui l'a pas écrit correctement là, pour lui, puis c'était pas peut-être pour son film. En même temps, je pense qu'il voulait peut-être aller chercher un peu de légèreté, quelque chose de même, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi là, à quelque part. Là, je pense que dans tous les personnages qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être le seul qui va comme ressortir, puis mal ressortir. Il y en a qui ressortent pas du tout, il y en a que quelque part, je reste carrément indifférent, puis on dirait qu'ils voulaient juste qu'on reste indifférent. Là. Il y a comme le personnage de Lomax, honnêtement, lui il va être infecté là, vers la fin du film, puis dans le fond c'est comme vraiment c'est juste la viande carrément là. Ce personnage là il vaut pas grand chose, puis comme plusieurs personnages, mais en tant que tel je préfère des fois avoir absolument aucun à rien pour un personnage que d'avoir quelque chose comme quelqu'un qui devient, je veux pas le traiter de toxique à l'écran, mais qui quelque part, ben, c'est ça, il devient un petit peu, il me débarque un peu du film, c'est plus dans cette partie-là. Fait que c'est ça, le personnage là, de le père Six Times, lui, il y a un prêtre qui meurt au début du film, que lui devait rencontrer quelque chose comme un cardinal, parce que lui, il a réussi à décoder une partie là, du message que le portail avait, puis qu'en tout cas,
devait rencontrer un cardinal là-dessus, puis que finalement, qui est décédé juste avant, probablement par un genre d'infection du mal ou quelque chose de même, là, ou une influence quelque part. Puis là, c'est ça, en même temps, il nous passe tous des messages là, que décidé, là, on voit à la télé qu'il y a comme quelque chose qui se passe un peu là, dans l'espace aussi en même temps. On rajoute un peu tout un côté cosmique là-dedans, puis que même plus tard, on va commencer à rajouter que peut-être que Jésus, c'est un extraterrestre, tout ça. Dans le fond, là, on nous balance n'importe quoi à l'écran. Puis, peut-être que ça aurait pu être un film carrément là-dessus, quelque part. Je suis surpris qu'on n'a pas quelque chose là-dessus. Probablement là, aussi. Il y a peut-être un film indépendant quelque part. Là. Mais, on pitch un peu le côté extraterrestre. On joue dans le temps. On fait un petit peu n'importe quoi. Je pense que c'est aussi pour nous... tout un peu nous perdre un peu, puis dans le fond qu'on voit un peu tout un univers un petit peu mêlé à quelque part, mais tu sais que ça c'est comme un peu on pitch, on veut dire on nous tire bang 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 bang, mais c'est pas dur à comprendre, honnêtement là, c'est juste comme on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe puis que finalement que l'apocalypse arrive à quelque part, c'est ça que ça veut dire en bout de ligne. Mais c'est ça. Fait que lui, Six Times, lui, il arrive puis il commence à se promener. Il va voir là, d'autres personnes, d'autres cardinaux, ou en tout cas d'autres personnes de l'Église. Puis d'après ce que je peux comprendre, c'est pas vraiment clair tout à fait, mais finalement, il se ramasse à aller voir le personnage de Victor Wong, qui le docteur ou le professeur Birac, que lui, je sais pas, ça a l'air d'être un genre de prof de philosophie ou quelque chose de même. C'est pas très clair. Il y a beaucoup d'affaires qui sont pas très claires quelque part, qu'est-ce qu'ils font. Mais en tout cas, fait que lui, pourquoi il se ramasse vraiment lui spécifiquement, j'ai pas tout à fait compris avec les 3 écoutes. Mais finalement, il va s'allier avec lui pour finalement il va lui montrer le portail, puis à quelque part ils vont s'entendre pour pouvoir étudier le portail avec son équipe. Mais en même temps, c'est pas juste ses étudiants, ils vont faire venir une équipe de 3 personnes ou 4 personnes. En tout cas, on va se ramasser une très grosse gang là, pour étudier. Ce qui va être drôle là-dedans, c'est que dans le fond, on va comme il y a comme des textes là, qui ont été étudiés là, par le prêtre qui était au début du film là, qui est décédé, que on va traduire, mais en même temps je pense qu'il y a aussi là, des zones qui sont envoyées puis qu'on va traduire ces zones là, mais pourquoi qu'on n'est pas à côté du portail, c'est ça que je comprends pas. À quelque part le portail est dans le sous-sol, mais toute l'équipe va travailler un peu plus haut, puis finalement on a juste une personne qui va comme surveiller le portail tout le long du film. C'est pas la meilleure manière là, je pense là, pour étudier quelque chose. Si mettons il y a quelque chose qui va sortir du portail, tu mets ton équipe à côté pour pouvoir avoir les zones plus parfaites, là, plus directes. Mais en tout cas, c'est une petite critique à quelque part. Je pense que quelque part c'est un film d'horreur, fait que il faut qu'il essaie d'avoir des personnages isolés tout seuls pour pouvoir que le mal puisse en ramasser un, puis que cette personne-là tout seul après ça il va pouvoir en assimiler d'autres, plus enfin de même là. Mais en tout cas, je m'avance un petit peu. Je veux juste, avant de finir la première section, de parler là, que il y a beaucoup de personnages ou d'acteurs qui reviennent pour Monsieur Carpenter à l'écran, mais en arrière de l'écran, on n'a pas le même cinématographe ou photographe. Monsieur qui était là depuis pas mal le début, là, peut-être pas le début, là, mais Dean Cundey qui était là qui a photographié là, Halloween, puis qui a photographié beaucoup là, des films là, de Carpenter jusqu'à Jack Burton l'année précédente. Monsieur Cundey va être parti là, carrément là, de l'équipe à Monsieur Carpenter, et ça va être la nouvelle collaboration là, de Gary B. Kibb qui va le suivre là, pour une bonne couple d'années là, par la suite. Je sais pas si c'est jusqu'à la fin, mais je pense que In the Mouth of Madness, là, c'était lui que je n'ai parlé là, il y a 2 ans. Mais honnêtement, je me suis vraiment posé la question si c'était Dean Cundey au début là, en voyant le film, parce qu'il y a quand même toujours le même genre de feeling pareil visuellement. On sent toujours qu'on est dans un film de
Carpenter. D'après moi, le travail à Monsieur Kibbe, c'était, je sais pas comment il faut dire son nom, là, Kib ou Kibbe ou quelque chose de même, là, c'est K-I-B-B-E. Là. Je me dis, bon, ben, on lui a demandé de faire la même affaire que Monsieur Condy, puis c'est ce que ça a l'air. Honnêtement, là, côté visuel, on a encore la sensation qu'on écoute un film là, de John Carpenter. C'est pas vraiment parti ailleurs, comme que plus tard, ben, on va avoir une nouvelle esthétique. Là, comme quand on va aller dans les 90, on va avoir une nouvelle esthétique, puis on va avoir quand même un nouveau look là, pour les films là, de Carpenter. Mais le film aujourd'hui, je trouve que la transition, elle se fait pas. Dans le fond, c'est quand même un bon côté pour succéder à Dean Cundey, puis que dans le fond, le film paraît très bien, mais à quelque part, ben, l'autre a comme peut-être pas le son, le visuel, mais bon. On pourrait toujours dire à quelque part que peut-être une caméra c'est une caméra, mais à quelque part M. Cundey je l'ai toujours vénéré le côté photographie, puis quelque part ben c'est ça, je veux dire, on est allé trouver quelqu'un qui a pu quand même peut-être émuler le travail de M. Cundey aujourd'hui. Greek numbers, it's not easy to decipher. The original text has been distorted over the years. Distorted? Rewritten. Writing upon writing, sometimes 2 or 3 times, and improperly erased. You can still see the old writing underneath. What is it? A secret that can no longer be kept. Fait qu'on en arrive au bout du film où ce que finalement là, Satan se met en marche là, en bout de ligne, là, où ce que dans le ciel on voit ça là, depuis je pense que c'est toute la supernova, des affaires de même là, il y a comme un éclipse dans le ciel, puis là ben c'est ça, il y a beaucoup là, de personnes là, qui sont sous l'emprise de ça, ils deviennent des genres de disciples de Satan ou quelque chose de même là. C'est pas vraiment élaboré là, cette partie là, c'est comme il y a rien qui est clair, c'est comme il y a des messages, ils vont décrypter là, des messages de Jésus qui a été envoyé, puis que finalement qui va devoir qui a envoyé son message, mais ce qui est le fun, c'est quand même les discussions là, du docteur ou professeur Birac et Donald Pleasence, qui oui c'est très similaire à Halloween à quelque part, mais qu'est-ce que le personnage de Birac va dire comme l'antéchrist, s'il y a comme un Jésus à quelque part, ben il y a un anti-Jésus à quelque part, puis en tout cas ça c'est les bouts de ce que je trouve le plus fun là, dans toutes ces discussions-là. Mais c'est là où on voit toutes ces affaires-là arriver. Puis on sent qu'on est en train de commencer à construire vers quelque chose, vers comme la nuit où ce que tout va commencer là, à se dérouler ou de découler. En tout cas, tout va commencer le chaos va partir là. Puis là, ben, c'est ça, on voit du monde. Il y a comme le père Six Times, lui, il va se ramasser là, dans l'église là, de Saint-Godard. Puis ils vont tous se ramasser là, dans ce monastère. Puis que finalement, ben, il y a comme une mendiante là, qui va arriver. Puis que finalement, ben, elle a comme un verre avec plein de verres dedans. Là. C'est pas un jeu de mots que je veux faire. Là, mais c'est comme il y a plein de verres dans ses mains, des verres blancs, tout ça. Puis on voit depuis le début du film, il y a plein là, d'insectes là, qui sont un peu partout. Puis c'est juste comme pour montrer là, que le mal il existe, puis il prend de plus en plus de place et il est en train là, de toutes les envahir. Il y a Alice Cooper au travers de ça. Ce qui est drôle d'Alice Cooper, pareil, c'est qu'il va avoir touché là, les plus grands slashers là, des 80, les trois dans le fond. Là, je pense pas qu'il a touché Leatherface nulle part en tant que tel. Là, de mémoire, il touche pas du tout Leatherface. Mais d'une manière, il va avoir touché Freddy, il va avoir touché Jason, puis il va avoir touché Michael Myers d'une telle manière
aujourd'hui, c'est ça. On a le créateur de Michael Myers. L'année précédente, ou non, je pense que c'est la même année, dans le fond, c'est Dream Warriors qui est sorti la même année, que dans le fond, non, excusez, Dream Warriors, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est Dawkins, je parle, c'est plus quelques années plus tard, il va faire le père de Freddy, je pense, dans Freddy 6. Sinon, c'est la même année ou l'année avant, en tout cas, on a Vendredi 13 6 qui va faire la toune, The Man Behind the Mask, là, pour Jason. Fait que, tu sais, il va avoir touché comme les trois franchises là, d'une telle manière. Là. En tout cas, je trouve ça comme le fun un peu. Mais tu sais, en même temps, The Prince of Darkness, qui est une tune aussi là, d'Alice Cooper qui va jouer là, un peu plus tard dans le film. Tu sais, pour moi, le Prince of Darkness, c'est, je pense que c'est le surnom à Ozzy Osbourne. Mais en tout cas, c'est Alice Cooper qu'on a aujourd'hui. Je suis plus ou moins fan de lui. Je veux dire, c'est correct pour les chansons que j'ai entendues. Je veux dire, The Man Behind the Mask, c'est une tune que j'écoute plus ou moins régulièrement. C'est comme peut-être aux 3-4 mois, je vais juste l'écouter pour le fun. J'aime quand même le petit groove dans cette chanson-là, mais ça se limite beaucoup à ça. Là-dedans, c'est ça. Là, tout le monde aussi se ramasse dans le monastère. Tous les personnages, là, on est introduit à tout rapidement. Là, le docteur Lee, Mullins, tous les personnages que j'ai pas nommés, là, Susan. C'est drôle. Susan, elle, ils vont quasiment faire un peu une blague de fond où elle va se pointer, puis ils vont dire c'est qui elle? C'est Susan, puis elle est mariée, puis tu touches pas. Puis un peu plus tard, ils vont dire c'est qui Susan? Il y a comme un peu une blague de fond, là. Parce que je l'ai comme trouvé drôle. Ça m'a fait sourire un peu, là. Plus tard, il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait rire, là. Mais je pense que c'était... En tout cas, je vais en reparler tantôt. Là. Il y a vraiment juste quelque chose qui m'a fait juste vraiment rire, là, parce que c'était un petit peu ridicule, mais je pense que c'était pas volontaire tant que ça. C'est ça. Fait que eux autres, ils vont comme tout à voir c'est quoi le portail, tout ça, puis ils vont aller travailler là, à l'étage, puis commencer à déchiffrer ça. Il y a le personnage là, de Hutchinson, que lui aussi, là, c'est ça, lui, éventuellement, il va juste quitter le groupe, il faut partir chez lui, il va dire bon, tu sais, moi j'ai plus rien à faire ici. Mais juste quelque chose que j'ai remarqué, c'est la troisième écoute qu'il a fallu que je la remarque, c'est le personnage de Kelly, que elle va se cogner à quelque part, juste en train de regarder là, le portail. Puis, c'est pas un portail, là, j'appelle ça depuis tantôt ça, là, mais c'est peut-être un portail, mais ils s'en servent pas comme portail, là, c'est comme juste de l'énergie maléfique, peut-être, là, en tout cas, je vais continuer à appeler ça le portail là, pour la facilité, là. Mais le personnage de Kelly, elle va se cogner le bras à quelque part, puis là, tu sais, plus tard, on va justement jouer là-dessus, puis finalement, tu sais, c'est comme elle a été choisie de même, mais tu sais, dans les deux premières écoutes, c'est ça, je l'ai carrément manqué. Puis même dans le commentaire audio, ils disent là, tu sais, elle vient de se faire cogner, puis c'est comme si ça s'est passé en dehors de l'écran. Fait que, tu sais, je n'étais pas retourné en arrière pour voir si je l'avais manqué. C'est vraiment que je reprenais mes notes, puis là, tout d'un coup, vraiment, mon œil a capté ça, parce que, à quelque part, il se passe plusieurs affaires dans l'écran. Puis, finalement, elle faisait juste se cogner sur un meuble. Là. Aucun rapport, là, genre, c'est une photocopieuse ou quelque chose de même. Puis, c'est ça. Finalement, ça va faire comme une genre de prune. Puis après ça, c'est ça. Ça va empirer. Puis que finalement, il va avoir comme une cicatrice, tout ça. Puis, finalement, ça va montrer qu'elle a comme la marque du diable ou quelque chose de même. Là. Mais en tout cas, c'est une croix. Là. Mais, en tout cas, ça aurait pu être une croix inversée, quelque chose de même. Là. Mais c'est vraiment un détail. C'est comme il faut le voir, mais ce détail-là devient quelque chose de gros, il nous le montre, mais c'était comme très banal. Puis c'est sûr que d'un côté, c'est le fun de voir ça, mais tu sais que c'est comme un peu réel, c'était pas quelque chose là, de assez cogné, on l'a vu, on l'a pas vu, tu sais, ça apporte un peu le côté juste aléatoire de la chose, puis tu sais plus tard on se dit oui c'est vrai, c'est cogné là, pour ceux-là qui l'ont vu puis qui l'ont pas vu. Plus tard il explique aussi que c'est cogné, tu sais, ça donne un réalisme à la chose, mais je trouve que je sais pas si ça a pas été filmé par la suite, quelque chose de même là, mais tu sais
C'est juste que normalement, il aurait quand même un peu arrêté pour qu'on voit qu'elle s'est cognée, mais l'autre côté, je pense qu'il garde le côté subtil pour que plus tard, on se dit, c'est juste cogné, puis ça sert à rien, mais c'est ça, tu sais, c'est comme un peu le côté subtil, puis à quelque part, on n'en pense à rien du tout qu'elle se cogne pour le fun au début, puis tu sais, dans le fond, ils en font pas une scène, parce que l'autre côté, si on aurait fait une scène, on se dit, tu sais, elle s'est cognée, puis c'est pas pour rien, là. Fait que, tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est juste se cogner après une photocopieuse. Fait que c'est là où dans le fond là, tout se met en marche. Puis que on a le personnage là, de Kelly, c'est ça, elle s'est cognée. Puis dans le fond, là, il y a un peu là, ils vont parler là, de télékinésie aussi. Là, le personnage de Brian puis de Birac, là, ils vont voir des choses. En tout cas, ils vont comme tout un peu interpréter là, des messages. Ils vont garder ça. Dans le fond, c'est juste vraiment pour nous parler, puis garder un peu le monde, tout ça mystérieux. Mais dans le fond, juste pour faire une atmosphère sombre, puis dans le fond que y a le diable ou le mal il plante des affaires de même, c'est vraiment pour ça. Puis c'est comme quand on regarde ça, c'est peut-être avec le recul aussi qu'on se dit ils font juste dire du n'importe quoi pour avancer, mais même Carpenter, c'est ce qu'ils disent dans le commentaire audio là, il est avec le personnage sur le commentaire audio là, c'est lui puis l'acteur qui fait là, le docteur Leahy là, qui lui va avoir joué dans plusieurs films là, par la suite là, de Monsieur le Charpentier. Fait que puis c'est sûr qui parlent en bout de ligne, là, ils ont pas. Tout le script est fait là, juste pour essayer d'en donner juste un peu un goût, mais qu'avec quelque part, c'est sûr, on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est là où c'est pas grave pour là, mais en tout cas. On va en parler un peu plus loin, là, mais c'est juste comme on est je pense avec le rétroactif, avec qu'est-ce qu'on a vu par la suite dans tous d'autres films, je parle, c'est comme là, on dirait qu'on dit rien. On dirait qu'on s'en rend compte rétroactivement qu'on dit rien en bout de ligne. On fait juste essayer de faire peur, tout ça, mais c'est le charme des films des années 80 aussi, là. Fait que c'est ça, le personnage là, de Ching-Sun, lui dit c'est assez là, moi je m'en vais tout simplement là, je rentre à la maison puis ça me tente pas de passer la nuit ici. Fait que lui il va partir par la petite ruelle de côté, puis finalement il va être intercepté là, par toute la gang là, du mal qui est dirigée là, par Alice Cooper. Alice Cooper dans le fond c'est comme il y a deux histoires là-dessus où ce que dans le fond mais ça a tout rapport avec genre un de ses le réalisateur de clips vidéo, quelque chose de même que lui il y a une version qui dit qu'il allait qui travaillait sur le film d'aujourd'hui avec Carpenter, puis que Alice Cooper est venu visiter, puis que Carpenter lui a demandé. Mais Carpenter aussi il dit qu'il a rencontré Cooper genre à un événement de lutte, puis que dans le fond il a juste jasé de ça. Puis qu'il l'a invité, en tout cas c'est peut-être un peu un mariage des deux, dans le fond c'est là qu'il a demandé officiellement, mais en tout cas c'est pas très clair, mais Alice Cooper, dans le fond, sa scène, ça va être ça. En bout de ligne, on le voit depuis le début du film, mais finalement, c'est ça. Il va tuer le personnage de Ching-Sun avec un bicycle. Puis, dans le fond, c'est une partie où ce que Alice Cooper faisait là, dans son spectacle. Il y avait probablement quelqu'un qui était là, puis je sais pas, il devait tuer son guitariste ou quelque chose de même. Ça doit être une niaiserie, une genre d'affaire de même. Mais c'est son propre bicycle qui est utilisé sur scène. Je sais pas c'est quoi le montage pour Alice Cooper là-dessus. Mais c'est ça. Fait que c'était quelque chose qui vient pas du cru à M. Carpenter. Mais Cooper va disparaître du film carrément. On ne le reverra pas. Peut-être qu'on va le voir juste comme au visage à quelque part, là, des close-ups qu'il va avoir fait, avoir photographié, mais il ne fera plus partie. Ça va être un petit peu un problème, je pense, pour juste un peu pour la continuité du film. Je me dis, on l'a mis depuis le début. C'est lui qu'on voit qui est comme la face du
peuple ou des disciples, puis tout d'un coup, il va disparaître du film. J'ai toujours trouvé, tu sais, mettons, j'y pense rétroactivement, ou la dernière fois que j'ai vu le film, c'est des pensées qui me passent un peu. C'est comme, visuellement, je me rappelais pas bien du film, mais je me suis toujours dit, pourquoi que Alice Cooper disparaît du film, là. Tu sais, quelque part, on le voit depuis le début, puis là, tout d'un coup, il revient pas juste pour la finale, quelque chose de même, là. C'est quand même assez étrange, mais bon, il disparaît. Fait que là-dedans, on a Susan, que elle aussi, à l'intérieur, elle va être attirée là, par le portail. Il y a le personnage là, de Mullins aussi, qui est au travers de tout ça. Puis, en tout cas, c'est eux autres, là, ça va vraiment assez rapproché là, en bout de ligne. Là, lui va être infecté aussi, mais dans le fond, lui va se faire casser le cou là, par Susan. Mais je reviens en arrière au moment où Susan, elle va se faire infecter. Dans le fond, on regarde le portail, c'est comme elle est peut-être un peu hypnotisée par ça ou en train de peut-être pas comprendre ce qui se passe aussi. Parce que là, c'est sûr que visuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste comme filmé à l'envers. Dans le fond, c'est comme dégueulasse un peu. Je sais pas, moi, est-ce que je regarde ça? Là, c'est comme tout un liquide vert, puis dans le fond, après ça va tout gicler là, dans la bouche là, de Susan. Je sais pas, mais c'est peut-être parce que je vois du vert, quelque chose de même. Là, je sais pas si ça goûte la menthe ou un genre de. C'est comme ça qui me vient dans la bouche. Je regarde ça, là, puis c'est comme j'ai un goût de menthe là, qui me vient dans la bouche. Puis je sais pas. Je devais le dire à quelque part, je sais pas si vous avez cette réaction-là en voyant ça, mais tu sais, un genre de menthe forte, là, peut-être, puis en tout cas, finalement, elle va être carrément ensorcelée à partir de là. Puis finalement, c'est ça. Éventuellement, le personnage de Mullins, puis comme j'ai dit, je me répète, je vais pas leur dire par la suite, là, si vous avez vu le film, là, vous comprenez le personnage qui est là, mais finalement, lui, c'est juste un morceau de viande à tuer, dans le fond, en bout de ligne. Mais le personnage de Mullins, après ça, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Il va chercher Susan, puis finalement, c'est ça. Il va se ramasser, puis finalement, il va y casser le cou. Je sais pas c'est quoi l'idée de tuer le monde, mais finalement c'est comme certains on va les tuer. Le personnage de Lisa, on veut peut-être montrer un peu là, d'érotisme un peu là-dedans, où ce que Suzanne elle va se ramasser, Lisa elle va vouloir s'allonger, puis Suzanne elle va embarquer dans le lit un peu, ça sera pas sensuel vraiment, mais je pense qu'on essaie de juste un petit peu mettre de côté un petit peu de juste peut-être des idées carrément là, puis que finalement elle va aussi l'infecter aussi, mais pourquoi qu'elle a pas tué Lisa, puis Lisa après ça a été ensorcelée là? Je dis ensorcelée, mais c'est plus infecté là. Mais c'est ça, à quelque part ils font des choix, puis éventuellement là, le personnage aussi là, de Mullins, lui, il va revenir. Puis c'est drôle un peu parce que lui il va avoir comme le cou cassé un peu. Ça devient un petit peu c'est pas vraiment comme un film de zombies où on va voir le monde comme à revenir justement avec le cou cassé parce qu'ils ont été tués avec le cou cassé, tout ça, mais ça donne un peu une ambiance de ça pareil, parce qu'ils sont comme ça peut-être même là c'est pas parce qu'ils vont pas les manger, mais d'un côté ils vont les infecter, c'est un peu similaire là. On a peut-être je peux pas dire qu'on a un ton là, de retour des morts vivants là, qui était peut-être la même année ou l'année précédente là, mais en tout cas c'est un peu le genre que j'ai que je peux voir, mais sauf que le ton est tellement sérieux dans le film aujourd'hui qu'il y a vraiment pas peut-être là, de sens avec Return of the Living Dead, mais sinon de voir Mullins plutôt quand il va se lever avec le cou cassé là, ça me fait sourire un petit peu là. Fait que c'est un peu tout ça là, qui se passe par l'intérieur, où ce que dans le fond le mal commence à rentrer, puis justement commencer à ramasser un des personnages un à la fois, puis que finalement prendre plus d'ampleur, puis par dehors aussi quand il y en a qui sont dehors, ils se font tuer aussi. Il y a dans le fond 3 des personnages qui vont sortir dehors, puis aussi dans le fond eux autres aussi ils ont pas mal un peu leur claque. C'est pas très clair pourquoi qu'ils en ont comme un petit peu
sont pas vraiment intéressés, mais en même temps, le personnage là, de Birak va pas vraiment les mettre au courant, mais tu sais, eux autres, ils voient les messages passer, puis tu sais, en tout cas, éventuellement, ils en ont plein leur casse, ils sont peut-être tannés, ils commencent à être tard la nuit. On sait qu'à un bout, il est genre 3h30, là, quand Lisa va se coucher, elle, ils vont mentionner là, qu'il est rendu 3h30. Éventuellement, ça va tout continuer la journée après, puis je pense que ça va finir quasiment la soirée après, là, en bout de ligne. Mais c'est ça, fait que elle, tout ça, ben, ce sont trois à sortir en arrière. Il y a Frank, je pense qu'il y a Calder, puis il y en a un autre, je pense que c'est Lomax, quelque part, ils vont sortir, plus on l'a à dire, bon ben là, tu sais, c'est tout, tu sais, on n'a plus rien à faire ici, tout ça, mais en même temps, là, le personnage de Calder, lui, veut rester, puis aussi là, de Lomax, les autres vont rester. Mais il y a le personnage de Frank, lui, va rester en arrière, il va juste comme traîner en arrière, puis finalement, ben, tu sais, c'est un film d'horreur. Ben, il va se faire se faire encercler, puis finalement, ben, il va se faire tuer. Ça va être assez slasher en bout de ligne. Je pense que c'est la mendiante qu'on avait vue au tout début du film qui avait approché là, le père Six Times, que finalement, ben, elle va l'attaquer avec un ciseau pour le tuer. Tu sais, honnêtement, je sais pas. Tu sais, à quelque part, il faut qu'il revienne ou tout ça. Mais tu sais, plus tard, on va la revoir. Il va comme tout être plein de... tout en insectes, tout ça. Mais cette scène-là, je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. C'est comme un peu toutes des idées. On veut tuer, mais en même temps, on veut les transformer en agents du mal. Mais tu sais, c'est comme on fait n'importe quoi pour faire de l'horreur. Je trouve qu'on pitch juste sur le mur, à quelque part, on pitch des affaires, tout ça, on se dit, c'est maléfique, tout ça, mais je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, là. C'est comme arrive de nulle part pour le tuer. Oui, c'est le genre d'horreur, puis on peut arriver puis aimer ça, mais moi, le côté, je me dis juste s'il savait pas quoi faire, on dirait, puis je trouve qu'il aurait dû continuer un peu avec une ambiance, puis juste l'ensorceler ou quelque chose de même, ça aurait eu plus de cohérence, puis c'est ça que je pense que c'est le mot que je cherche, je pense, dans tout ça, c'est la cohérence du mal. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Tuer, ou ils veulent juste s'ensorceler ou avoir plus de disciples, puis c'est comme ils font les deux, mais c'est ça, ça marche pas dans les deux plans, là. Ben, éventuellement, le montage va faire qu'ils vont revenir ensemble pareil. En bout de ligne, ils sont morts, mais quelque part, ils deviennent un agent du mal. En tout cas, je dis ça, un agent du mal, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Fait qu'en tout cas, c'est tout ça qui est en train de se passer. Puis là, on commence à voir les rêves aussi. Là. Le Walter, lui, va rêver. La manière qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont filmé la scène là, en face là, du monastère. Puis après ça, ben, ils ont projeté ça à l'écran. Puis ils ont filmé la télé. Là. C'est très visible qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Mais ce que j'ai remarqué aussi à la troisième écoute, c'est qu'à chaque fois qu'on a le rêve, on a toujours un petit peu plus d'informations sur le fait que c'est un message qui est envoyé du futur. Puis on dit qu'on est en 1900 au début, après ça on est en 1990, ben tu sais 199, puis après ça ben à la toute fin on va savoir que le message vient de 1999, que dans le fond ça aurait dû être un film de fin d'année en bout de ligne, là. C'est ce que je me dis. Peut-être qu'on aurait dû faire ça là, un peu plus tard, mais bon, on est en début d'année cette fois-là. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'on va calculer ce film là, comme un film là, de fin d'année, là, tout simplement. Là. Mais bon. Fait que Suzanne, ça l'infecte Lisa, puis après Lisa plutôt, puis on a aussi le personnage de Calder aussi qui va être qui va être infecté aussi. Lui, il va se tuer lui-même. Il va prendre genre une patte de table ou quelque chose de même, là, puis il va comme s'égorger avec une patte de table. Ça doit être quand même. T'sais, il faut vraiment que tu te rentres le morceau de bois, c'est parce que c'est pas vraiment coupant, là. Fait que, c'est comme tu pognes un genre de, je sais pas, un acharde, tu graphines fort à quelque part pour comme te couper le cou, quelque chose de même, là. C'est une mort qui est un petit peu dure à assimiler. T'sais, mais il est-tu mort? Il est pas mort? Parce qu'en même temps, il est infecté. Fait qu'il va comme se tuer. Mais c'est pas trop clair. C'est comme il manque encore de cohérence dans tout ça.
Puis son personnage, ben c'est ça. J'aime par contre l'acteur un peu. C'est la première fois que je l'ai vu, j'étais pas trop sûr. Je me suis dit, bon ben, j'embarque dessus parce qu'il y a comme une présence, l'acteur. Puis l'acteur, on va en reparler là, dans quelques semaines. Là, je vais faire comme par coïncidence un autre film. Puis je pense que c'est le seul autre film que j'ai vu avec cet acteur-là. Mais on va en parler là, dans quelques semaines. Mais la présence qu'il y a cet acteur-là, je l'aime bien là-dessus, mais toute la manière qu'il va s'enlever la vie, mais c'est ça, c'est toute la cohérence. Puis ça, c'est M. Carpenter, dans le fond, qui a écrit ça de même. Puis c'est ça où je vais mettre ça à ses pieds un peu. Là, que, il voulait juste faire de l'horreur, mais il n'y a pas de cohérence. Puis ça je dirais que ça mérite plus que ce que j'aime ça, là, à quelque part. Hello? Hello? I've got a message for you, and you're not going to like it. Ready for death. Fait que on arrive au point où ce que Frank qui a été tué dehors, mais qui finalement il était comme converti en insecte, ou en tout cas c'est un petit peu n'importe quoi là. J'aime quand même l'idée. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence du tout, mais j'aime quand même l'idée, puis je trouve ça un petit peu dégueulasse. Puis il y a beaucoup d'affaires dégueulasses dans le film aujourd'hui, honnêtement là. C'est comme tous les verres blancs là, qu'il y a au début. Je trouve ça vraiment écœurant. Le pire, c'est que la première fois que j'écoutais le film, je l'écoutais en train de souper là. Puis quelque part, je pense que les verres blancs, j'étais peut-être en train de manger aussi, puis vers la fin aussi, j'étais encore en train de manger, fait que je sais pas si j'ai mangé en 2 morceaux ou quelque chose de même, là, je me rappelle pas exactement la journée précise là, quand je l'ai écouté la première fois, qu'est-ce que je faisais à 100%, mais je sais que j'étais en train de manger, puis il y a des fois que, je veux dire, sans vouloir ressortir mon souper, je me sentais un petit peu mal, puis surtout là, dans la dernière partie, là, plus tard, là, ça va être le personnage là, de Kelly, que elle, c'est ça, elle s'est allongée un peu plus tôt, puis que finalement, ben c'est ça, elle commence à elle a été choisie, puis là, ben elle va comme devenir un petit peu plus Hellraiser à quelque part, là, où elle est écorchée à quelque part, là, pas Pinhead, là, mais c'est comme toute la avec dépucelée, là. Puis, c'était la même année que dans le fond du premier Hellraiser aussi. Là, on est en 1987. On a carrément d'autres genres de films d'horreur là, qui sortent. Là, comme j'ai mentionné tantôt, là, on parlait là, de Dream Warriors. On avait d'autres films comme Lost Boys, Evil Dead 2. Beaucoup de films semi-horreur, semi-comédie. Puis, c'est sûr qu'un film comme Hellraiser, puis un film comme aujourd'hui, on s'en va vraiment plus là, dans le côté horreur. On a Monster Squad aussi là, qui est dans le côté là, de quasiment film d'horreur familial là. C'était plus ces années-là où on était plus avec la comédie au travers de ça. Ça va contraster beaucoup là, comme film là, mais en tout cas. Fait que là-dedans, ben on est en train, là, dans le fond, de lancer le dernier cri là, du mal pour dire, bon, ben là, vous allez pas aimer ça, ben là, tout d'un coup, on passe à l'attaque, puis là, ben, c'est watch out, on s'en vient. Fait que là, c'est comme tout le chaos partout. Mais ils sont enfermés en bout de ligne, ils sont juste c'est comme par l'intérieur, là, c'est comme tout le côté où ce que Suzanne elle a commencé à infecter tout le monde, puis dans le fond, là, c'est comme ils peuvent pas sortir de là, mais en même temps, ils peuvent pas rester trop là dedans parce qu'ils sont attaqués. Fait que tous les personnages vont comme un peu s'enfermer un peu partout. Le père Six Times, lui, va s'enfermer tout seul. Éventuellement, le personnage de Calder va aller va comme se ramasser dans la même salle que lui. Mais lui, il va voir un miroir, puis il va comme rester coincé devant. C'est comme si... tu sais, qu'est-ce qu'il fait un peu? C'est comme il est triste là, d'être mort ou quelque chose de même. Tu sais, honnêtement, la troisième acte, je pense que on pitch vraiment dans toutes les directions. Il y a des affaires qui sont intéressantes, comme qu'il y a des affaires que ça marche pas. C'est comme on a placé toutes les idées dans un blender, puis on tire, mais
c'est comme ça t'entrecroise, mais ça marche pas tout à fait. Je comprends l'idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi, c'est comme tout le chaos, puis juste faire le danger, les affaires de même, ça, je peux tout comprendre. Mais, puis que normalement, Carpenter est bon sur construire, puis après ça, juste comme tout laisser aller. Mais cette partie-là, je trouve que, il a juste comme dit, bon, ben, on fait de l'horreur tout court, puis je trouve que là, ça colle pas tout à fait là, pour tous les morceaux ensemble. Pour certains morceaux, oui, mais c'est tous les autres morceaux qui se rattachent. Je dirais que tout le côté là, avec Kelly, qu'elle, finalement, elle va se réveiller, puis même, je suis pas sûr. Elle va trouver un petit miroir pour pouvoir contacter, on va l'appeler Satan, là, où ce qu'elle va commencer de rentrer ses doigts, puis finalement, il va avoir comme un rejet là-dessus. C'est peut-être parce qu'il est pas capable d'aller chercher sa main parce que le miroir est trop petit. Le miroir, on a fait ça avec vraiment du mercure, là. Tu sais, j'étais pas sûr, quelque part, je regardais ça, je me suis dit, coudonc, c'est du mercure, c'est quoi exactement? Ça a été confirmé, dans le fond, là, dans le commentaire audio, qu'il utilise vraiment du mercure, mais tu sais, il utilise pas une vraie main, là, c'est une fausse main qui est là pour rentrer dans le mercure. Okay, je me suis dit, OK, ça a plus de sens dans ce sens-là. C'est comme, je pouvais pas... mon idée était... Je sais pas, ça rentrait pas dans mon cerveau que on pouvait utiliser une fausse main là, ou une main avec un gant ou quelque chose de même là, que, je veux dire, se placer une main dans le mercure, je pense pas que c'est la meilleure des idées pour quelqu'un à faire ça là. Mais bon, fait que pour tout qu'est-ce qu'on voit, puis même plus tard quand on voit comme le gros miroir aussi là, on a comme beaucoup de mercure, mais c'est comme filmé à l'autre sens, tout ça, puis c'est une fausse main, puis des affaires de même là, en tout cas c'est mais juste pour faire l'effet, mais je trouve que l'effet est vraiment bon là, en tant que tel. On voit que c'est pas un vrai miroir, mais je trouve que le visuel de juste ce plan-là, je l'aime beaucoup. Puis l'autre côté, quand on va voir qu'elle rentre la main, puis qu'est-ce qu'on voit à l'autre bord, là, ils sont dans une piscine la nuit, puis dans le fond, ils ont comme filmé dans un angle. Vous avez sûrement déjà été dans une piscine, là, dans le fond, des fois, on voit pas là, qu'est-ce qui est en haut, tout ça. Puis quand c'est tout éclairé d'une telle manière, là, c'est ça. En tout cas, c'est un très bon effet qui a sorti, là. Puis comme mis de côté aussi, là, pour qu'éventuellement Catherine elle va tomber là, dans l'autre monde ou quelque chose de même. Là. Je sais pas comment on va appeler ça, là, mais tout ce visuel-là, il est vraiment bien réussi. Mais c'est ça, c'est tout le côté là, de qu'est-ce qu'on fait vraiment avec Calder, puis c'est comme on a vraiment trop de personnages puis on sait pas exactement quoi trop faire avec. On a le personnage de Walter que lui va s'enfermer dans un garde-robe puis en bout de ligne, mais il a comme il a essayé là, de rentrer en communication avec Lisa tout le long du film, puis que quelque part elle voulait rien savoir de lui, puis là il va comme s'excuser, mais ça va pas réagir. C'est comme si quelque part, il essaie de faire un peu de comédie, mais pas faire de comédie. Le personnage aussi, il est comme dans le garde-robe, puis là, finalement, ils sont comme 5-6 à côté, dans l'autre salle à côté. Puis là, ils se rendent compte, ils disent « Hey, on entend Walter en train de parler, je pense. » Puis là, ils cognent dans le mur, ils disent « Walter, t'es-tu là? » Puis là, lui, il répond comme « Qu'est-ce que vous voulez? » Quelque chose de même. Je me dis, c'est comme... C'est supposé être drôle peut-être, ou c'est peut-être la manière que l'acteur va le dire, que ça paraît nonchalant, mais tu sais, c'est comme... dans un film de Schwarzenegger, quelque chose de même, où ça sortirait mieux, ou plus l'ironie, à quelque part, parce que je crois bien que c'est ironique, mais c'est la manière que l'acteur va le sortir, que ça sonne pas ironique, ça sonne vraiment comme qu'est-ce que vous me voulez, là, c'est comme il essaie de juste savoir si t'es là, puis tout ce qu'il va dire, c'est comme il est supposé être comme en panique un peu parce qu'il est comme enfermé, mais il y a comme des moments pour dire des niaiseries, puis il y a comme des moments pour être un peu sérieux puis répondre. Mais il est comme toujours en train de répondre des affaires ironiques ou cyniques, quelque chose de même, que, tu sais, je comprends que des fois, comme les mêmes années, là, on avait Schwarzenegger qui pouvait dire des niaiseries. J'ai couvert Running Man, justement, que des fois, il va dire des niaiseries, puis c'est pas le temps, mais remarque, j'ai dit aussi que Schwarzenegger, il y a des lignes qui n'avaient pas rapport bien dans le film, mais des fois, c'est toujours une manière d'embarquer ça, puis que ça ait du sens, puis des fois, quand il faut être sérieux, mais ce qu'on y fait sortir de la bouche ne marche pas
tout carrément là, dans ces scènes-là. Fait que c'est juste, en tout cas, cette partie-là, s'il y a des affaires qui collent pas, que je dis avec la fin, cette partie-là, je l'aime pas tout à fait. Éventuellement, tous les autres personnages, Catherine, elle va commencer à cogner dans le mur, puis évidemment, ils vont faire un trou tranquillement, puis évidemment, ben, ils vont réussir à comme gratter le mur, puis qu'évidemment, Walter va réussir à passer au travers, mais tous les autres personnages, je sais pas si, mettons, c'était voulu quelque part, parce qu'ils ont 4 femmes dans le fond dans tout le groupe, il y a quelque chose comme 8 hommes puis 4 femmes, quelque chose de même. Puis, mis à part Catherine, les 3 femmes deviennent comme des personnages qui se font pas tuer. Faut vraiment le noter, là. Ils se font pas tuer, mais en même temps, ben, c'est ça, ils deviennent comme des agents du mal. Je sais pas s'il y a comme un sous-texte là-dedans, là. Je dis pas qu'il est misogène, quelque chose de même, c'est pas ça que je dis. Mais je trouve juste ça bizarre. Tu sais, à quelque part, juste que la coïncidence. Mais c'est pas plus grave que ça. Mais pendant tout le jour où ce que Walter est juste comme dans le garde-robe, ils font rien, puis éventuellement, ben, ils vont comme se tanner, puis juste comme quand le trou est fait, qu'ils essaient de se sauver, ben, c'est là, tu sais, comme dans un film d'horreur, quelque part, à la dernière minute, là, il faut être à la dernière minute, puis là, ils vont défoncer la porte pour aller le chercher. Tu sais, c'est comme, ok, là, tu sais, c'est vraiment, tu forces un peu les idées pour vraiment juste faire du suspense, pour faire du suspense. Le bout qui m'a fait rire vraiment, là, j'ai dit qu'il y a un bout là, que je suis parti à rire parce que j'avais juste trouvé ça carrément ridicule. Une fois qu'ils ont passé Walter dans le trou, ben il y a Lisa qui est là, qui est comme attaché, ben qui c'est comme agrippée à Walter, puis que finalement ben, ils vont essayer là, de l'assommer avec des briques puis tout ça. Puis après ça, ils vont la passer par une fenêtre. Puis là, ben je pense que c'est Walter puis le personnage là, je sais pas si c'est le docteur Lee qui est avec. En tout cas, ils vont comme la tirer par la fenêtre. Puis là, il va se passer plein d'autres affaires. On va voir le père Six Times. Puis, tu sais, en tout cas, il va y avoir plein d'affaires qui vont se passer. Kelly qui est en train là, de fouiller dans le miroir, tout ça. Puis, vraiment, comme entre 2 scènes, ça va durer à peu près 10 secondes. Il y a le personnage de Suzanne qui va comme sortir de nulle part. Puis que tout d'un coup, Walter et encore le docteur Lee vont la prendre, puis ils vont juste la pitcher par la fenêtre. C'est carrément ridicule, ça vient comme de nulle part. C'est comme on savait pas quoi faire avec le personnage de Suzanne. On a dit, hey, c'est vrai, on avait le personnage de Suzanne, qu'est-ce qu'il faudrait juste comme terminer avec elle. Puis c'est comme vraiment coupé, puis c'est comme juste, ça vient entre 2 scènes. Puis je veux dire, ils vont juste la pitcher par la fenêtre, puis ça finit là. Tu sais, c'est comme j'ai vraiment trouvé ça drôle là, quelque part. Mais je pense pas que le film, c'est ça, qu'il voulait pas qu'on trouve ça drôle nécessairement. Mais c'est juste le montage quelque part. Je dis, voyons, ça vient de où elle, puis tout d'un coup, bam, par la fenêtre aussi, puis ça finit là. Fait que c'est comme plus un côté inattendu, je pense. Je pense que c'est plus pour ça que j'ai ri là, quelque part, parce que c'est pas vraiment drôle là, mais c'est juste peut-être un humour noir que j'ai des fois là. Fait que c'est ça, à quelque part là, le Dr. Lee, lui, se fait infecter aussi. Le personnage de Lomax, tout le monde se fait quasiment infecter. Là. Il reste pratiquement Walter, bien sûr, le père Six Times, puis le professeur Birac, eux autres qui sont pas infectés. Puis aussi, dans le fond, le personnage de Catherine. Mais là, c'est ça, il y a Kelly, qu'elle essaye là, de contacter Satan, puis essayer de l'amener dans notre monde. Puis que finalement, ben, elle va pousser tellement Kelly rapidement que finalement ben aussi elle va s'envoyer là, au travers du miroir. Puis là ben tu sais on voyait le docteur ou le père Six Times lui avec sa hache pour tu sais c'est drôle aussi, il y a un petit côté un peu qui fait sourire aussi, où ce qui va comme couper la tête à Kelly, puis que finalement ben elle va ramasser sa tête à terre, elle va se la recoller sur la tête, et il a coupé le bras, puis le bras va repousser, tu sais. Il y a un peu des petits moments un peu drôles, un peu peut-être au pire avec un clin d'œil, quelque chose de même, mais finalement ben, il va lancer la hache, puis il va péter le miroir, puis ça va faire que tout va terminer de même.
Mais tu sais, c'est comme il y avait toute la zizanie aussi là, au travers de ça, où ce que Calder, je pense aussi, qui est en train d'attaquer le personnage de Brian aussi, faut pas oublier Brian. Que tu sais, en bout de ligne, là, c'est comme tout le monde est sur le point de mourir, mais finalement, ben, ça va finir aussitôt qu'on a cassé le miroir, ça finit là. Mais tu sais, le premier petit miroir, lui, on l'avait cassé. Puis, tu sais, pourquoi il peut pas avoir un autre miroir aussi? Ben, ça doit être le fait aussi que Kelly, elle, est passée de l'autre bord aussi, puis que c'était elle qui était l'élu, en guillemets, là. Puis que, finalement, ben, tu sais, c'est ça. Dans le fond, le Satan ne peut pas traverser, là. En tout cas, il peut pas traverser pour l'instant, ou quelque chose de même. Mais c'est ça. Quelque part, le Brian, lui, c'est sûr que là, il a perdu là, c'est peut-être pas la femme de sa vie, mais je veux dire, il y avait la fille qui avait un œil dessus, puis quelque part, ben, on avait vu la petite relation qui s'est développée là, au tout début du film, mais qui a pas mal été écartée pour tout le long du film. Je suis même pas sûr que après qu'on a vu qu'ils ont couché ensemble, puis le lendemain matin, puis qu'ils ont jasé ensemble, je suis même pas sûr qu'ils ont vraiment une scène ensemble par la suite. Je pense qu'il y a absolument plus rien. T'sais, peut-être qu'ils sont dans la même scène, mais qu'il y a une communication entre les deux, je ne suis pas certain. Je pense qu'ils vont se parler quelque part un petit peu vers la fin, là, quand il y a le petit calme où ce que Walter est dans le garde-robe, mais on passe peut-être quasiment 1 heure avec rien. Là, c'est pour ça qu'un peu la connexion avec ces personnages-là, elle se fait pas vraiment. Ni nécessairement avec pas mal les personnages, à part le père Six Times puis le professeur le Birac. Puis c'est ça, dans le fond, une fois qu'on a cassé le miroir, ben le mal quitte tous les disciples qui sont dans la rue, eux autres ils vont retourner à faire leurs occupations. Pourquoi est-ce que tous les personnages qui étaient pas tués, je comprends que le Mullins, que lui s'était fait casser le cou là, par Suzanne, je comprends que lui, peut-être qu'il peut pas revenir parce qu'il s'est fait casser le cou. Ça, je peux comprendre, mais pourquoi est-ce que Suzanne, elle, ben ok, c'est beau, elle était pitchée par la fenêtre, puis peut-être qu'elle s'est fracassé le crâne ou quelque chose en même là, par la suite, ok, ça va, mais le personnage là, de Calder, ben là, lui s'est tranché la gorge, ok, c'est beau, lui le mal, ben, il est mort, en tout cas, je sais pas comment il a réussi à vraiment se couper la gorge. Sinon, ben il reste quand même le personnage de Lomax, que lui, je veux dire, je pense qu'il a juste été Lomax, puis le personnage là, du Dr. Lee, qu'eux autres sont juste morts. Tu sais, à quelque part, une fois que le mal les a accaparés, ben ils sont, ils peuvent pas revenir, ils peuvent pas être désinfectés ou quelque chose de même. Je trouve ça un petit peu, je veux pas dire injuste là, mais l'autre côté, c'est juste que je trouve que ça aurait eu du sens un peu qu'ils soient comme libérés du mal, là, mais en tout cas, finalement, ben, on voit qu'ils ont comme la fumée qui sort de la bouche, là, puis comme pour dire qu'ils sont morts là aussi, là, ils ont comme la bouche ouverte, là, puis avec les yeux ouverts, là, fait que ils sont morts là. Mais le film se ferme assez rapide. C'est rare que je fais des sauts, surtout dans des vieux films, mais j'ai fait quand même, j'ai sursauté pareil, où ce que dans le fond on saute tout de suite dans le rêve de Brian qui a été modifié, que finalement ben, on voyait comme une ombre pendant tout le film là, dans ce qu'on voyait dans le rêve, puis que finalement ben, l'ombre a été remplacée par le personnage de Catherine. Je sais pas à quelque part si mettons elle a traversé, c'est parce qu'elle est rendue un disciple de Satan, ou à quelque part elle va prendre sa place ou quelque chose de même. C'est pas c'est sûr que la musique nous laisse sous-entendre que dans le fond il y a encore un accès peut-être au miroir. Est-ce que puis on sait pas qu'est-ce qui va se passer quand Brian se réveille le matin, que tout d'un coup, ben, il y a encore le message qui passe, mais qui va toucher le miroir. Est-ce que il va passer dans le miroir? Est-ce qu'il va pouvoir attirer Catherine? Mais est-ce que Catherine, elle, est rendue un disciple du mal? C'est ça, à quelque part. Pour les lois que Carpenter a faites pour le film, c'est sûr qu'il est rendu une disciple du mal. C'est ça, à quelque part, c'est tout est mal, à quelque part. Il faut faire de l'horreur, c'est ça qu'on a signé pour. Mais, mis à part de ça, est-ce que ça a du sens qu'elle est devenue une disciple du mal?
C'est là que je suis pas trop certain de tout ça, mais en tout cas, on est supposé le laisser avec l'idée que là, tout d'un coup, si Matter réussit à la rattraper, que je pense que finalement, c'est elle qui est Satan. Là, peut-être parce que je sais pas, là, je vais pas revenir avec une idée misogyne de tantôt, mais peut-être parce que c'est une femme, puis c'est ça, je veux dire, c'est le mal. En tout cas, je sais pas exactement tout ça, mais je me dis, ça finit pas sur une bonne note, mais en même temps, je ne comprends pas à 100% pourquoi qu'on finit sur une mauvaise note. Sur le côté que ça s'est réussi à l'attraper, justement, c'est peut-être que ça pourrait être une bonne fin. Là. Mais en tout cas, on n'aura jamais de suite, on n'aura pas rien, là, un spin-off ou des novelisations ou quelque chose de même là, pour nous dire la suite de ça. Mais c'est ça. Fait qu'on finit avec cette note-là, puis en se disant que probablement que Brian va attirer le mal, finalement, en essayant d'aller chercher Catherine de l'autre bord. Ben, il y a le personnage là, du professeur Miracle là, qui dit là, que elle est morte, mais es-tu vraiment morte? Je veux dire, qu'est-ce qu'il sait? Je comprends qu'il nous le dit ça, mais à quelque part, ils savent pas exactement qu'est-ce qu'il y a. C'est toujours un peu toutes des suppositions, des hypothèses tout le long du film. Fait qu'il n'y a pas de réponse claire. Fait que, es-tu morte? Es-tu pas morte? Tout d'un coup, elle sera revenue de parmi les morts, ou en tout cas de l'autre monde, puis que, en bout de ligne, ça aurait été son sauveur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, à quelque part. Mais en tout cas, le film a l'air à vouloir nous dire que finalement, c'est lui, Brian, qui va finalement attirer le mal. Mais sinon, j'ai comme oublié de le dire pareil, là. Mais ce que j'avais sursauté, c'est que finalement, quand il se réveille du mal, il y a comme un double réveil, là. Puis que finalement, il y a Kelly à côté de lui. Puis je me rappelais comment que le film finissait, à quelque part, que ça finissait vraiment avec la main sur le bord du miroir. Mais je me rappelais pas que Kelly elle se ramassait dans son lit juste avant, fait que j'ai comme sursauté sur ce coup-là. Mais sinon, c'est ça. Comme j'ai dit, là, on finit avec une fin là, mal. Alors, en conclusion, je peux pas endosser le film totalement. C'est à quelque part, ça sent. Puis il en parlait même dans le commentaire. Ça l'a pas vraiment influencé. C'est sûr que dans la deuxième écoute aussi, quand il en parlait, je me dis je pense que je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait pas. Puis c'est ça, ou qui clochait plutôt. Quand à la toute fin, c'est juste un petit peu, on coche les cases, faire de l'horreur, puis tout ça. Fait que je peux pas donner le film, là, mais honnêtement, je peux pas l'endosser pleinement. Je pense que je vais y aller avec un jaune sur le film. Je trouve ça un petit peu plate. Dans le fond, la raison pourquoi j'ai choisi là, un petit peu de revisiter ce film-là là, en début d'année, c'est sûr que je voulais refaire du Carpenter aussi. Je veux dire, j'ai comme une rétrospective en suspens de Carpenter. Une rétrospective, mais pas... c'est pas une vraie rétrospective comme je fais tout le temps. Là. Dans le fond, c'est comme je vais couvrir tous les films de Carpenter éventuellement. Tout ce qu'il a fait. Je vais le couvrir, mais pas dans l'ordre, là, quelque part. Mais celui-là, précisément, c'est juste qu'il y a un réalisateur qui est mort là, dernièrement, là, il y a quelques semaines, en début d'année. Puis que, à quelque part, j'ai comme répondu un peu à du monde sur Facebook, à quelque part. Puis il y a quelqu'un qui posait une question qui disait quel autre réalisateur que vous pensez qui a un score assez, qui a fait plus que 5 films là, parfait, puis tout ça. Puis tu sais, moi, plus que 5 films, il y en a qui parlaient de Nolan, mais là, tu sais, ils disent, à quelque part, comme à Dunkirk, ça a cassé le rythme, des affaires de même, ou même le troisième Batman, tu sais, ça l'a cassé le rythme, tu sais, dans le fond, peut-être pour son niveau, des affaires de même. Moi, bien sûr, j'ai répondu Carpenter, puis je pouvais parler de probablement au moins 6 films de suite. Que c'était des films que je pouvais endosser de Carpenter. C'est sûr que j'ai pas encore parlé de Starman au podcast. Je vais peut-être déjà entreparler quelque chose de même, là, subtilement parler d'une manière. Mais
En tout cas, aux dernières écoutes, c'est un film là, que. Bon, en tout cas, je donne pas ma réponse, mais je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mais je pouvais clairement dire que d'un bout à partir là, de, je pense, The Fog. Ben, The Fog, en tout cas, éventuellement, je vais parler de The Fog, mais après The Fog, qui est New York 97, je pense, ben, on peut avoir plusieurs films, là, The Thing, Christine, Starman, puis le mandarin, les aventures du mandarin, Jack Burton et les griffes du mandarin, tout ça. Fait qu'on a au-dessus de 5 films, et puis peut-être 6, tout ça, mais si je me rappelais pas de Prince of Darkness assez pour pouvoir dire que j'aimais ce film-là ou pas. Fait que là, je me suis dit, ben, ce serait peut-être un bon moment pour justement là, réévaluer là, Prince of Darkness, voir si, mettons, j'aime le film. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est un. Il a perdu un peu pied là, sur le film. Sur cette partie-là. À quelque part. Plus tard, l'année suivante, il va sortir They Live, qui est un film excellent, qui est en tout cas, j'en ai parlé dans le fond. C'est un film que j'ai très bien endossé. Si je me rappelle bien, là, il y a une couple d'années de tout ça. Fait que, en tout cas, il a juste perdu pied, mais c'est ça. Il est quand même capable de se rattraper, mais c'est ça. Je trouve qu'à quelque part, le fait qu'il a lâché les studios. Puis, en tout cas, lui, peut-être par orgueil, il va dire bon, tu sais, moi, j'étais écœuré de travailler avec eux autres, mais tu sais, je pense que ça paraît dans le travail. Il veut revenir un peu d'un côté indépendant, mais tu sais, il a un peu perdu un peu là, la flamme, quelque chose de même. Mais c'est ça. Au moins, il va être capable de se rattraper là, avec They Live l'année suivante. Puis c'est quand même correct. Puis tu sais, il y a encore plusieurs affaires là, par la suite. Puis des films. Là, puis plus tard cette année, j'ai l'intention là, de parler là, de Ghost of Mars. En tout cas, c'est ce que j'ai dans le plan pour cette année. Là. On est encore très tôt dans l'année. Là. Je sais que c'est pas un film là, qui est généralement. Ben, il parlait so-so. Là. Je pense pas que c'est The Ward, que je pense que c'est le film là, le moins aimé là, de John Carpenter. Mais en tout cas, on va arriver là, puis en tout cas, c'est parce que j'ai un petit plan là, pour lequel je vais parler de ce film-là, mais en tout cas, on verra bien. Mais c'est ça, en tout cas, fait que pour le film d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai mentionné pendant le podcast, puis je pense que c'est tout à la toute fin. C'est bien beau d'arriver puis tout le temps être ambigu, puis mais tout ce qui se passe dans la troisième acte, c'est comme on pitch un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment pitcher n'importe quoi pour pitcher n'importe quoi. Puis je trouve que ça se tient pas, ça colle pas ensemble. Puis c'est pour ça que j'arrive, c'est surtout à cause du troisième acte. Puis pas quelque chose vraiment de spécifique, c'est vraiment juste comme toute l'idée, à quelque part, que le film ne colle pas ensemble à la toute fin. Qu'on essaie de juste faire quelque chose de juste sombre, mais en même temps, ben c'est ça. Je trouve que le film ne mérite pas pour moi, là, je peux pas aller plus qu'un jaune. Il n'y a pas de rouge là-dedans, parce qu'en tant que tel, toute la mise en scène, toutes les affaires sont toutes bien faites. Il y a des moments comme Frank, je le trouve vraiment creepy. Il est tout dans le noir, tout ça. Puis après ça, qui devient tous des insectes, tout ça. Je trouve ça vraiment creepy. Les performances là, de Donald Pleasance, Victor Wong, puis pas mal tous les acteurs, mis à part Dennis Dunn. C'est parce qu'en même temps, Dennis Dunn, j'ai comme l'impression de regarder le même personnage qui était là, dans Jack Burton. Fait que c'est comme, on dirait que je dissocie pas. On dirait qu'il est encore dans le mode de Jack Burton, puis c'est carrément là, une atmosphère qui est carrément différente que dans le film aujourd'hui, même si tous les films de John Carpenter sont pas mal tous dans le Carpenterverse, sont pas mal tous dans le même genre de ton. Peut-être que Jack Burton est un petit peu quelque part ailleurs. Le film d'aujourd'hui, je le verrais dans le même univers là, que Christine. Je le verrais peut-être pas dans le même univers que Starman, mais The Thing ou In the Mouth of Madness, l'antre de la folie, je vois ça dans la même affaire. Je vois qu'ils sont dans le même univers. Même They Live, on parlerait du même univers. Mais c'est ça, tu sais, Dennis Dunn qui faisait Wang, je pense qu'il s'appelait là, dans Big Trouble in Little China. Ce film-là ne fit pas dans le Carpenterverse en fait de ton.
pour la plupart. Puis, tu sais, même Halloween pourrait être dans le Carpenterverse, dans le même. Tu sais, je vois ça se passer pareil. Tu sais, le journal qu'on a là, dans cet univers-là pourrait arriver. Tu sais. Mais il fait juste pas fitter. Puis, tu sais, je comprends que la collaboration avec Carpenter, ça a bien été, puis c'est pour ça qu'il l'a ramené. Tu sais, quelque part, si tout va bien, puis tu sais, ils s'entendent bien sur le plateau. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent quand même là, pour filmer là, pour Monsieur le Charpentier. Mais c'est ça. Tu sais, quelque part, je pense qu'il fitait tout simplement pas avec le film. Puis, faut que je mette ça quand même au pied là, de M. Carpenter, qu'il savait quel genre de film qu'il faisait, puis pourquoi qu'il n'a pas adapté le film ou adapté l'acteur quand même pour qu'il fitte dans son film, parce que lui, il n'a pas l'air vraiment collé du tout. Fait que, en tout cas, je finis le film avec un jaune. La semaine prochaine, on va parler d'un film totalement différent. Dans le fond, on va parler là, de The Untouchables. On va continuer la rétrospective là, du MCU là, plus tard cette semaine. On va parler là, de Civil War, le troisième film là, de Captain America. Mais c'est ça, en film principal la semaine prochaine, le film Untouchables avec Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, puis il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Là. En tout cas, on va parler de ça la semaine prochaine. On va essayer de faire quelques petits films pas de franchise là, dans les prochaines semaines. Là. Ben, dans le fond, je parlais là, de l'acteur là, qui fait Calder, en tout cas, que lui, je vais parler de lui là, dans quelques semaines. Ben, je pense que c'est dans 2 ou 3 semaines, là, dans le fond, là, où ce que j'ai planifié, là, qu'on va parler du film Darkman, qui est, dans le fond, c'est une trilogie de films, là, mais on va tout mettre ça là, dans un podcast. Je n'ai parlé pendant que je faisais la trilogie là, de Sam Raimi, là, de Spider-Man, que ça me donnait l'envie là, de vouloir écouter ce film-là. Ben là, dans le fond, là, j'aimerais ça vraiment écouter ces films-là. Fait que on va virer un petit peu là, dans le comic book, mais j'essaie là, de me décoller un peu là, de. On fait beaucoup là, dans les 2 derniers mois, j'ai fait beaucoup le Spider-Man, le MCU, Howard the Duck, puis tout ça. Fait que j'essaie de juste faire quelque chose d'autre à part un peu là, de les super-héros. On va revenir un petit peu là, pour ce film-là, mais on est rattaché à rien. Là, fait que ça va être quelque chose de différent pour parler de Darkman. Puis après ça, ben, c'est ça. On va continuer là, avec d'autres films. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres franchises là, que je veux toucher cette année. Encore des choses là, que je ne suis pas encore certain. Fait que je ne vais pas vraiment trop parler là, de qu'est-ce que. J'en ai parlé un petit peu là, sur l'épisode de Strange Days, d'une couple d'affaires. Il y a le film de Super Mario Bros. Que j'aimerais ça faire. Il y a un nouveau film. Fait que j'aimerais ça faire le film de 94, le film animé, puis finalement arriver avec le nouveau film. Ça serait. J'ai pas fait beaucoup d'animés, là, à part des films de DC. Puis le film là, j'ai fait un film de Star Wars, je pense, ou 1 ou 2 films animés de Star Wars. Mais je pense que ça serait le premier film animé de cinéma que j'irais voir, là, quelque part. En tout cas, ça serait quelque chose là, d'intéressant. Changer un petit peu la dynamique. Le film de Mario Bros là, de 2021 là, avait bien été reçu. Fait que, en tout cas, je pense que ça serait quelque chose qui serait le fun un petit peu là, à faire. Mais des petites choses là, que je voudrais parler là, prochainement aussi. Là, j'aimerais ça peut-être de trouver encore un film de Star Trek là, juste pour avancer un peu là, dans cette rétrospective-là, là, parler de Star Trek 5. Là, je parle un peu là, dans le désordre, là, mais je vais parler d'un film de Michael Mann aussi. Je suis pas à 100% certain du film. Là. J'hésite entre deux. Là. Je me suis procuré 2 films là, dernièrement. Fait que j'hésite un petit peu entre deux. Là, mais je suis pas mal certain là, de quel que je vais parler. Mais dans le fond, là, dans quelques semaines, là, ça va être ça. Il va y avoir le film de Scream 7 aussi que je vais faire aussi. Là. On s'est parlé, moi puis Serge, dans le fond, live au podcast. Fait que ça devrait être ça là, vers la fin février. Puis c'est ça, c'est sûr que je vais quand même continuer là. Les films d'Avengers aussi vont prendre là, quand même le film là, principal de la semaine quand même un petit peu pour donner un peu un repos aussi là, dans le fond c'est parce que si je fais tout le temps 2 épisodes 3 épisodes par 2 semaines c'est ça, il y a un petit repos là-dessus aussi. Des fois ça vous laisse le temps aussi de vous rattraper aussi. Si mettons vous écoutez
les films du MCU avec moi, ben, au moins il y a un petit certain temps aussi, là, on arrête avec les films d'Avengers, puis ça vous laisse un petit peu là, le temps là, de vous rattraper, là, puis en écoutant là, tous les autres films. Là, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant là, pour le film là, ou la troisième phase, parce que ce que je parlais là, dans la deuxième phase, c'était là où j'ai écouté beaucoup de tous les films là, des Avengers, mais la troisième phase, il y en a que j'ai vu, il y en a beaucoup que j'ai pas revu. Il y en a j'ai juste vu au cinéma. Il y en avait beaucoup là, dans la deuxième phase là-dessus, mais cette phase-là, c'est vraiment beaucoup là, de toutes les deuxièmes visionnements, mais sinon c'était au début là, que je les ai juste vus au cinéma, puis c'est tout. Fait que c'est une phase que j'ai hâte de redécouvrir, puis il y a certains films là-dedans que j'ai pas vu du tout. Fait que, en tout cas, ça va être le fun là, de redécouvrir là, cette partie-là, puis ça recommence là, ce jeudi, puis après ça, ben, on va repartir là, pas mal aux 2 semaines. Jusqu'à pas mal l'été, là, où on va continuer là, pour la troisième phase, puis après ça, on va sauter dans la 4e, puis ainsi de suite, jusqu'à pas mal la fin de l'année, puis en tout cas, on va continuer ça là-dessus. Sinon, bien sûr, le film de Mortal Kombat 2 qui va enfin peut-être voir le jour si, mettons, on ne décide pas de l'étirer encore. Ça a l'air que ce film-là est filmé, tout ça. Il était filmé, il était prêt à sortir je pense que c'était au mois d'octobre, mais finalement, on l'a juste décidé, question de marketing, de le repousser de 6 mois. J'espère qu'on ne décidera pas de le repousser plus. On va retourner dans l'univers de Star Wars avec Star Wars, le Mandalorian. Il va falloir que je me mette à jour là, pour la série. Là. J'ai pas terminé là, la 3e saison, je pense, qui ont terminé dessus. Fait qu'en tout cas, je sais pas exactement ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un épisode là, sur les 3 saisons de Mandalorian? J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire, ou je vais juste parler un peu là, de mes pensées générales au début du podcast. C'est une possibilité, mais en tout cas, en étant... puisque je complète toutes les franchises que je fais normalement, ben c'est ça. Est-ce que je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire là, pour ça. Peut-être me donner vos idées aussi là, éventuellement. Là, est-ce que vous voulez un épisode consacré à les 3 saisons, là, puis peut-être Book of Boba Fett. Ça vous intéresse-tu à quelque part que je fasse un épisode là-dessus? N'hésitez pas à le laisser. Là, ce sera peut-être pas l'épisode principal de la semaine. Là, je vais peut-être le faire entre 2 Marvel. Là, aussi, là, quelque part, là, un épisode jeudi. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, n'hésitez pas, envoyez-moi un message personnel, quelque chose de même, juste pour récapituler tout ça. De toute façon, je vais toutes les réécouter. Fait que, tu sais, faire un épisode dessus, ça serait pas quelque chose qui serait bien difficile pour moi. En parlant de rétrospective que je veux compléter, ben il y a un film dans le fond là, dans l'univers de Robert E. Howard qui est sorti en fin d'année passée, là, un film là, de Sonia Larousse, Red Sonja dans le fond là, que en bout de ligne là, qui m'a comme échappé carrément. J'avais passé un sondage là, sur Facebook, puis dans le fond, on disait pas mal, bon ben on peut attendre à la prochaine fois là, qu'on va avoir un film de Robert E. Howard pour faire ce film-là en tant que tel, là, puisque c'est juste une sortie vraiment là, indépendante, puis vraiment, c'est pas une grosse sortie, à quelque part, c'est sorti juste directement là, en disque, fait que c'est beau, je suis prêt à attendre. Mais en même temps, dernièrement, j'ai écouté tous les films là, de Conan, tout ça. En tout cas, je suis comme embarqué un peu dans cet univers-là, tout ça. Fait qu'il y a une grosse probabilité que je fasse, que je l'écoute tout simplement. Puis ça se peut que je me dise que quelque part, je vais le coller à quelque part là, dans les prochaines semaines. Pareil, pour faire le nouveau film là, de Red Sonja. Puis en même temps, ben j'aimerais peut-être faire le film de Maître de l'Univers qui va sortir, un film de 2026. Je ferai le film là, de 1980, je sais pas, c'est peut-être 1987 aussi, comme par hasard, là, la même année que Prince of Darkness. Je suis pas certain là, avec Dolph Lundgren. Fait que tu sais, je trouve que ça collerait peut-être bien avec ça. Fait que ça se peut que justement pour un peu embarquer dans le même univers, parce que honnêtement, est-ce qu'on va avoir un nouveau Conan dans les prochaines années? Je suis pas mal sûr que non. Va-tu avoir un autre film de Red Sonja? Je suis pas mal sûr que non. Puis tout ce qui colle avec tous les autres films, le Solomon Kane ou Cole que j'ai couvert, je suis pas mal sûr qu'on n'aura pas d'autres films là, dans cette rétrospective.
à rajouter plus tard. Fait que j'aimerais juste comme compléter quand même cette rétrospective-là que j'ai fait là, il y a plusieurs années là, de ça, là, les trois Conan dans le fond, Red Sonja, Cole puis Solomon Kane, puis juste comme compléter cette rétrospective-là. Fait que juste pour que ça soit fait, peut-être pas un épisode principal de la semaine, je sais pas exactement là, quoi. Mais juste pour un peu embarquer un peu là, dans l'univers là, de Maître de l'univers, là, en tout cas, c'est ça, c'est encore à décider si je vais le couvrir ou pas. Je vais peut-être faire des sondages aussi là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, là, pour voir si maintenant ça vous intéresse vraiment là, quel film que je peux m'en aller vers quelque part. Qu'est-ce qui vous intéresse à quelque part, là, comme les rétrospectives un peu à faire là, dans les prochains mois, puisque c'est déjà chargé aussi là, avec le MCU, tout ça. Fait que juste à garder qu'est-ce que vous préférez aussi. Si même la franchise de Mario, ça vous intéresse aussi ou pas, dans le fond, ça va être un 3 semaines. Est-ce que je me concentre là-dessus ou que je m'en vais ailleurs avec tous d'autres films indépendants, quelque chose de même? En tout cas, ça sera à voir dans le fond là, en vous abonnant là, sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mais c'est ça, à quelque part, il y a plusieurs affaires aussi, je suis comme tout en train de regarder plus tard là, vers l'année, tout ça. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose qui est collé un peu à toute fin en ce moment, là, que je vous dis un peu les plans pour l'année. Il y a un nouveau Resident Evil, il y a un nouveau film de Evil Dead aussi. Que j'aimerais ça revisiter là, toute la franchise. Pour dire tout de suite en ce moment, je sais que le dernier film, j'ai pas été très très chaud dessus. En tout cas, il faudrait que je le réécoute pour peut-être un peu en contexte, parce que quand je l'ai vu, j'avais pas réécouté tous les autres films. Des fois, juste en contexte, ça peut aider beaucoup. Mais c'est pas un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, là, Evil Dead Rise. Mais à quelque part, là, je peux comprendre, c'est un spin-off, fait que je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire un spin-off tant qu'à moi le dernier aussi était un spin-off là. Si l'autre était, en tout cas je sais pas vraiment exactement quoi, j'ai pas encore lu dessus, mais c'est quelque chose que j'aimerais ça revisiter là, les 5 Evil Dead avec le 6e là, un peu plus tard cette année. Fait qu'il y a tout ça. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires là, que j'aimerais ça réussir à rentrer au courant de l'année, mais en même temps, c'est ça. Peut-être là, qu'on va regarder tout ça ensemble quelque part. Je vais faire des sondages là, sur Facebook. Ça va être le moment là, de vous laisser, de vous faire entendre pour l'avenir du podcast. Sinon, bien sûr, si mettons vous voulez être certain que je fasse un film là, qui vous intéresse, là, vous pouvez toujours faire un don au podcast là, de $10 pour un film ou $25 pour 3 films. L'important là-dedans, c'est que ça soit pas des films franchisés, ou si mettons vous voulez que je fasse une trilogie de films, c'est sûr que dans le fond ça peut coller avec ça. Mais sinon, c'est ça, juste un don au podcast, ça peut vous aider dans le fond là-dessus. Ça va m'aider pour aider pour les frais du podcast. Mais en même temps, c'est ça. Si vous êtes sûr que je couvre votre film, je vais m'arranger pour trouver un trou pour couvrir les 3 films que vous me demandez tant qu'ils ne sont pas franchisés, comme j'ai dit. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Premier gros podcast quand même là, pour de l'année. Quelque part, là, oui, j'ai fait les 2 premiers Spider-Man, mais pour moi, en ce moment, c'est mon premier enregistrement là, de l'année. Ça fait peut-être 1 mois et demi, là, 2 mois, là, que j'ai pas enregistré un podcast seul. Comme j'ai déjà mentionné une couple de places, là, je veux dire, j'ai une certaine situation là, dans les derniers mois. Fait que ça a été un peu beaucoup plus compliqué pour moi. Là, fait que c'est comme un peu un réchauffement aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas trop paru un peu. Si j'ai pas trop perdu un peu la main, là, je veux dire, j'ai enregistré des épisodes en duo, là, mais pour enregistrer l'épisode seul, ça fait quand même un bon bout. Mais fait que c'est ça, la semaine prochaine, on va repartir comme dans le bon vieux temps, tout ça. Mes affaires sont pas mal réglées là, de mon côté. Tout va pas mal mieux. Fait que la semaine prochaine, Untouchables. L'autre semaine suivante, Darkman. Puis après ça, on va peut-être parler de Michael Mann, ou on va peut-être parler de... en tout cas, il y a peut-être un film là, aussi là, de James Cameron que j'aimerais ça couvrir, là, aussi là, le film de The Abyss. Ça risque d'être un film là, que je vais couvrir là, dans les prochaines semaines aussi. Fait que c'est des affaires qui s'en viennent.
Mais sinon, ben, c'est ça. Laissez vos commentaires là-dessus. Puis laissez, en suivant là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, laissez vos commentaires sur le film aujourd'hui, savoir si maintenant vous êtes d'accord avec qu'est-ce que je dis sur le film. Je suis trop sévère sur le film. Honnêtement, je pensais pas. Des fois, comme j'ai déjà parlé par le passé, des fois, en parlant pendant toute 1h30 sur le film, mais des fois, mon jugement sur le film change. Puis c'était le cas aujourd'hui. Je pensais donner un verre léger. Puis là, ben, plus j'en parlais, puis plus je me dis, ben non, ça n'a pas de sens quelque part. Plus j'en parlais, plus je me retournais contre le film. Fait que, tu sais, je suis pas en territoire rouge du tout, mais, tu sais, à quelque part, est-ce que vous voyez mon point de vue, ou si, maintenant, vous donnez un verre? Suivez sur Facebook, bien sûr, vous allez avoir le poster avec qu'est-ce que je fais toutes les semaines là, pour pouvoir endosser le film. Puis, je trouve ça intéressant quand même de voir qu'est-ce que vous me dites à quelque part, ben, tu sais, ou juste avec les emojis. Là, vous me dites que vous le voyez rouge ou vous voyez jaune ou vert ou n'importe quoi. Là, je trouve ça toujours intéressant là, des fois là, qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. On voit pas le film pareil, mais c'est ça, quelque part, qui est le fun aussi, je veux dire, c'est d'interagir d'une telle manière, puis comprendre des fois, je veux dire, on n'est pas toujours obligé là, de s'entendre sur tout, mais c'est juste un film à quelque part, là, fait que c'est le fun de juste pouvoir débattre sur certains films, puis n'hésitez pas à suivre, dans le fond, le podcast, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là pour aujourd'hui, mais sinon, d'ici le prochain épisode... je vous annonce une mauvaise nouvelle et vous n'allez pas l'aimer. Le podcast est fini. Have you paid your dues, Jack? Yes, sir. The check is in the mail. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God, I hate rock and roll. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. No, you're okay. This one, real fucking ugly. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Hey, what's wrong, baby? Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. I'm tired of talking. I just want to get up to my shack and get drunk. En espérant vous voir au prochain épisode.